Bonjour, dans quelques jours va démarrer Terra Incognita. J'ai posté une vidéo il y a 2 jours pour présenter un petit peu les programmes de Terra Incognita. Et puis comme toute terre inconnue, quand on s'apprête à débarquer, à poser pied à terre, bon, on se pose des questions. Alors j'ai décidé ce matin de prendre un petit peu toutes les questions qui étaient apparues dans les commentaires, qui étaient révélatrices, je pense, des questions qui pouvaient se poser. C'est pas exhaustif bien sûr, mais de faire un petit question-réponse spécial Terra Incognita pour nous amener sur ce chemin. Pour nous amener sur ce chemin qui est intéressant parce que le parallèle que je ferai quand on débarque sur un nouveau terrain, or c'est le cas, c'est ce qui est proposé dans ces vidéos, c'est de débarquer sur un nouveau terrain, un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser radicalement. Il y a 2 attitudes. La plus logique, vous savez, vous arrivez sur un terrain inconnu un petit peu, vous commencez à observer, vous écoutez, vous essayez de déterminer un petit peu qu'est-ce que sont les éléments connus, inconnus. On observe. On observe et puis on avance à petits pas avec humilité. Et puis à l'autre attitude, c'est l'attitude du sanglier, je fonce dans le tas, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il y a devant moi, j'ai peur mais je fonce à fond, j'y vais à fond. Quand on découvre ce message, on peut avoir les 2 approches. Alors selon les individus, l'approche d'y aller à fond peut très très bien marcher. Elle peut aussi être inappropriée. Terra Incognita, c'est vraiment la chance pour tout un chacun, où qu'il en soit, entre guillemets, de se poser des vraies questions par rapport à ce qu'il vit réellement. Parce que mon but, si je dois en parler comme ça, c'est pas de créer un mouvement, c'est pas de créer une idéologie, c'est pas de créer un petit club fermé de gens qui pensent de la même manière. Ça n'a aucun intérêt, strictement aucun intérêt. Je ne suis pas venu faire ces vidéos pour remporter de l'adhésion quelconque, je m'en moque éperdument. Je suis venu pour aider les gens à se forger une conviction basée sur l'expérience propre. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'impasse sur l'expérience propre. Et l'expérience propre, elle est faite aussi de ruptures. C'est-à-dire qu'on est dans un mode de fonctionnement, quel qu'il soit, au niveau alimentaire, au niveau mode de vie. Si parfois on n'impose pas des ruptures et des changements radicaux, même parfois à l'opposé, en dehors de ce qui nous paraîtrait acceptable, on ne peut pas mettre au challenge notre façon de penser. Or, je pense que notre façon de penser, nos pratiques, il faut les mettre au challenge. Il faut les provoquer en permanence pour permettre qu'il n'y ait qu'une seule chose qui s'établisse en nous, la vérité. Et la vérité, elle est basée sur le ressenti. Elle n'est pas basée sur des croyances, elle n'est pas basée sur des opinions, elle n'est pas basée sur des j'aime, je préfère ou quoi que ce soit. Elle est basée sur un ressenti, sur un vécu. Si ce que vous faites ne marchait pas, il y a quelqu'un qui a, dans ses questions, qui avait une citation qui me plaisait bien, qui m'amusait pas mal. Attendez, je vais la retrouver, j'ai un peu noté pour une fois. Ah voilà, quelqu'un qui citait une citation de John Grinder, cofondateur de la PNL, de la neurolinguistique P, je ne me souviens plus ce que c'est. Si ce que vous faites ne marche pas, faites autre chose. Et si ce que vous faites marche, faites autre chose. Et je trouve que c'est intéressant, parce que si ce qu'on fait marche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas mieux, plus optimum pour nous. Et donc, mettre au challenge sans cesse, défier nos croyances, défier nos structures, défier nos modes de représentation, ça pour moi c'est l'essentiel. Et c'est Terra Incognita. Parce qu'il faut bien réaliser qu'en permanence, nous appréhendons ce monde à partir d'un mode de représentation. C'est-à-dire que nous avons une idée préconçue par rapport au modèle culturel, au modèle propre à notre milieu. Nous avons des idées préconçues de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et nous faisons les choses la plupart du temps par l'égalisme. On fait les choses pour être bien, pour être valeureux, pour être valorisé aux yeux des proches, aux yeux du cercle, du milieu dans lequel auquel on appartient, pour être valorisé au vu de son propre ego aussi, mais toujours pareil par rapport à des références culturel. Imaginez, vous vivez dans une société, on va dire tribale, au centre de l'Amazonie, vous allez être valorisé si vous portez l'habit typique de cette société. Si vous vous baladez comme ça à Paris, vous n'allez pas être valorisé. Par contre, si vous baladez avec un superbe costard bien taillé qui sort d'une boutique de mode à Paris, vous allez être valorisé. On va dire, waouh, ça c'est un grand mec. Baladez avec ça dans la forêt vierge, les copains, ils vont se ficher de votre poire.
Mais tout ça, c'est pareil, c'est des croyances. Alors, on se dit, ah mais je porte un costume, je porte tel ou tel costume, je suis quelqu'un de bien. Non, tu es quelqu'un de bien par rapport au modèle que tu t'es forgé. Est-ce que c'est réellement le besoin que tu as? Et donc, le but de toute cette terra incognita, le but de toutes ces vidéos, c'est pas de créer un mouvement, c'est pas de créer une idéologie, c'est de créer une soif éperdue de trouver pour chacun le chemin qui mène à la vérité de son fonctionnement physiologique. Et j'espère, pour chacun d'entre vous, à la vérité tout court. Mais ce chemin-là, il est individuel. On ne peut qu'apporter des petits éléments sur le chemin. On peut apporter des petits cailloux blancs, des informations, mais des informations qui vont devoir être mastiquées, qui vont devoir être travaillées. Et ça, pour ça, l'expérience individuelle, elle est incontournable. Incontournable, on ne peut pas en faire l'économie. Terra incognita, c'est ça. C'est l'expérience individuelle de la rupture. Si jusqu'à présent on n'a jamais modifié son mode de vie, on n'a jamais trop réfléchi, et puis qu'on va mal, force est de constater qu'il y a des raisons de changer. Eh bien, on change, on commence à enlever les poisons majeurs, et vous verrez le programme se mettre en place petit à petit. Si à l'inverse, alors on a découvert ce message, on est bien dans le cru, puis on s'est stabilisé dans un petit régime cru, tranquille, de routine, il y a pas mal de petits mots qui se sont arrangés. On sent intuitivement qu'on pourrait, on est tenté de temps en temps par le jeûne, par des cures et des choses comme ça, mais en même temps, ouais, c'est facile, c'est compliqué, c'est fastidieux, ça nous fait un petit peu peur et ainsi de suite. C'est le moment. Et puis à l'inverse, waouh, là on a saisi le message, on a super bien saisi le message, on a trouvé les vidéos. C'est clair, c'est lucide, on a été frappé au premier jour, on l'a mis en place, génial, on a même parlé aux voisins, aux parents, à tout le monde. Et puis ça va pas mieux. Voire, ça va pire. Non mais c'est pas possible, non, parce que c'est limpide pourtant, ça marche. Je vois les témoignages dans le livre d'or, ça marche. Ouais, et pour moi ça marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mettre au challenge de représentation, parce que je le dis souvent, si pour moi, l'état de climax, l'état, on va dire, de pleine puissance d'un organisme se satisfait au niveau alimentaire, par exemple, et se satisfait et prospère même sur un régime végétal et cru, il n'en est peut-être pas de même pour les étapes du chemin menant à la réhabilitation et à la restauration de cet état. Et c'est vraiment la priorité de ces vidéos, de faire comprendre que pour certains individus, leur organisme est prêt parce qu'il a encore toutes ses capacités à métaboliser cette nourriture, à l'utiliser et à en tirer bien toute la puissance, toute l'énergie, toute la capacité de nettoyage. Et pour d'autres, ils ne sont pas prêts. Et le mettre en place du jour au lendemain, ça peut être catastrophique. Et c'est pour ça qu'il va falloir respecter des étapes progressivement. Laisser les choses se mettre en place. Et parfois, ça passe par des solutions paradoxales par rapport au discours. Le discours, quelque part, c'est l'horizon. L'horizon, c'est là où on veut arriver. Mais le chemin, il est vraiment individuel. Terra incognita, c'est ça. On va prendre des questions tout de suite pour pas passer trop de temps. Je crois que j'en ai mis ici aussi. Voilà. On a une bonne petite heure là, ouais, ça va le faire. Super. Allez, on va commencer par ces questions. Alors je les prends tout azimut, hein. Il y en a, j'ai vu quand même quelques éléments revenir de ci, de là. Alors, question de Marie75. Motivé par cette terra incognita, j'ai une question concernant les châtaignes cuites, en farine ou en flocons. Qu'en penses-tu? Physiologiquement mieux adaptées ou non que le sarrasin, la quinoa et les légumes cuits? Alors, les châtaignes cuites, en farine ou en flocons, moi personnellement, je les préférerais en châtaigne tout court. Bon, les châtaignes peuvent être consommées crues, mais pour qu'elles soient consommées crues, il faut que les sucres complexes et les tanins se soient transformés en sucre simple. C'est-à-dire souvent, il faut les laisser mûrir. Or, le problème, c'est que quand elles tombent au sol, elles ne sont pas mûres. Il faudrait les laisser maturer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. On a perdu cette science-là. Mais si vous faites l'expérience un jour de trouver des châtaignes dans la nature en février ou en mars qui n'ont pas été piquées par l'hiver, vous verrez avec le froid et tout, elles sont très molles. Le mou témoigne de la transformation des sucres complexes qui rigidifient la châtaigne en sucre simple, comme la banane pas mûre est rigide et la banane mûre est comme ça. Et à ce moment-là, le goût est sucré, beaucoup plus assimilable. Nous ne sommes pas faits pour digérer les sucres complexes. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons pas la capacité enzymatique de digérer les sucres complexes. Et d'ailleurs, ça c'est une question, souvent on me dit, oui, non mais c'est quoi? Tu dis dans les poisons majeurs qu'il y a produits laitiers, et particulièrement les produits laitiers stérilisés, pasteurisés, ou achetés, ou flash machin chose, les céréales, le sel, le sucre
et tous les additifs alimentaires. Mais tu as oublié par exemple la viande. Et non, je dis non, 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 pour moi, les céréales sont un poison bien plus majeur que la viande. Le problème de la viande et le problème des produits animaux, il est double. Sur le plan purement physiologique, c'est qu'on en consomme 10 fois trop par rapport à nos besoins. Et sur le plan éthique, c'est juste que actuellement, c'est une industrie de la barbarie. Mais on n'est pas inadapté à ce produit. Alors que pour les céréales, les amidons complexes, on est totalement inadapté. C'est-à-dire que nous n'avons pas la capacité enzymatique. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'un régime végétarien éthique, hein, qui bannit les produits animaux et qui se rabat sur les céréales, est un régime catastrophique en termes de santé. Mais absolument catastrophique. Et c'est là où peut nous conduire l'idéologie. Donc, les châtaignes cuites, moi je ne les prendrai pas en farine ou en flacon, mais je les prendrai entières. Bon, merci pour les pelés, mais bon, voilà, tu les fais bouillir et ainsi de suite. Mieux adapté que le sarrasin, la quinoa et les légumes cuits. Bah, c'est des amidons, donc c'est à la même échelle que la pomme de terre, que tous les légumes amidonneux. Ce sont des... En fait, la grosse différence par rapport à la quinoa, au sarrasin, au blé de surcroît, c'est que en plus des amidons, dans ces produits-là, le sarrasin, le quinoa, il va y avoir des protéines, des protéines parfois complexes. La plus complexe étant le gluten, la glutamine, qu'on va retrouver dans le blé, qui est un neurotoxique majeur. Il y en a beaucoup moins dans le sarrasin, beaucoup moins dans la quinoa, bien que dans le quinoa, il y ait aussi des facteurs antinutritionnels assez forts. Voilà, c'est la grosse différence. Pour moi, châtaigne, pomme de terre, racines de rutabaga, topinambour, c'est un petit peu la même chose. Ce sont des amidons qui, d'après moi, nécessitent d'être cuits, absolument cuits, parce que nous n'avons pas la capacité enzymatique pour les digérer. Donc si on ne les cuit pas, on ne peut pas les digérer. Le topinambour cru, il faut attendre longtemps pour qu'il soit comestible, c'est-à-dire qu'il faut attendre qu'il soit mou, qu'il soit transformé. On a la capacité en vérité, mais il faut attendre qu'il ne soit plus des amidons complexes. Et à ce moment-là, on peut les manger. Non, parce que souvent on dit oui, non, mais le topinambour, tu dis qu'on ne peut pas le manger cru. Si, on peut le manger cru, mais à partir du moment où ce ne sont plus des sucres complexes et où ce sont des sucres simples qui ont été transformés. Et à ce moment-là, il est tout mou. La betterave toute molle, la carotte toute molle, le topinambour tout mou. Là, on est avec des produits qui sont vraiment des produits consommables par l'être humain. Mais quand c'est dur, rigide et amidonneux, il faut le cuire absolument. Mais moi, je ne le prendrai pas en farine ou en flacon, en flocon. Voilà pour les châtaignes. Pour les châtaignes, il faut savoir aussi que tu peux en trouver des cuites à la vapeur, je crois, en pot, qui sont pas sucrées, pas salées, pas sucrées, pas transformées. C'est un petit peu plus rapide. Attention à ce qu'ils mettent dedans. Mais oui, c'est local, il y a des populations entières dans les Cévennes, les gars, ils vivaient à la soupe de châtaigne tout l'hiver, et déjà si toute la France fonctionnait à la soupe de châtaigne et à la soupe de légumes, je peux te dire que l'état de santé, il serait radicalement différent. Alors, je les prends par ordre. Question de Thierry. Thierry, que je remercie encore une fois pour tous ces indexages qui sont vraiment excellents. Je te remercie, frère. Quelques suggestions de sujets à développer pour ce nouveau terrain incognita 2014. Alors voilà, la question, ça, elle va revenir beaucoup. Je sais que mon positionnement, et alors qui est assez amusant parce que je suis en train de devenir par rapport à certains le pro-produits animaux, alors que si vous veniez voir ma vie, c'est exactement l'inverse. Donc c'est assez comique. Sauf que je ne suis pas là pour parler de ce que je fais moi, hein, et à la limite, je vous dirais, on n'en a rien à faire. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est le truc le moins important qui soit. Je pourrais passer ma vie à manger des pizzas, par exemple, et vous parler de physiologie d'alimentation crue. Ça serait triste pour moi, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que je ne vis pas la vérité que je perçois, mais ça serait mon histoire. J'ai pas à incarner. Disons que la vérité du discours ne tient pas à ce que je fais moi. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Longtemps, je l'ai cru. Je me mettais une pression pas possible. Tu m'aurais pas vu faire un petit mélange là comme ça. Ah non, 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 monsieur tout clean, monsieur tout propre. Et en même temps, tout ça, c'était au mental et à la coercition. Maintenant, peut-être avec l'âge, là, tranquille, la quarantaine, là, j'ai mis cool un petit peu, hein, le légalisme et ainsi de suite. Et de temps en temps, ben voilà. En fait, je fais comme tout le monde. De temps en temps, je fais des choses qui intellectuellement ne me paraissent pas les plus appropriées, mais simplement, voilà, j'en ai envie dans l'instant, et je sais aussi que ce genre de satisfaction est complètement adapté. Donc, je sais que mon positionnement par rapport aux produits animaux choque énormément de personnes.
Et je sais bien, parce que là, vous êtes défié dans vos croyances. Si on parle en termes de physiologie, je ne peux pas défier les croyances en termes d'éthique, puisque je partage la même éthique. Et que de toute façon, ça c'est objectif. L'industrie de la viande est une industrie barbare. Mais je donne quand même l'information sur le plan physiologique. Après, c'est à chacun de faire ses choix. J'ai aucune satisfaction à me dire, ouais, je pousse les gens à culpabiliser en faisant ci ou ça ou ça ou ça. Je m'en fiche. C'est pas mon propos. Ça, c'est pas entre moi et la personne que ça se passe. C'est entre la personne et sa conscience que ça se passe. Donc, c'est pas à moi sur le plan humain de lutter à ce niveau-là. Mais je sais que mes positionnements suscitent beaucoup de questionnements. J'essaye d'être le plus pragmatique possible, d'apporter de l'information de manière objective. La viande n'est pas un poison majeur à condition d'être consommée en quantité réaliste, c'est-à-dire adaptée à l'individu, ce qui est loin d'être le cas de notre société complètement déviante et pervertie actuelle. Donc des questions. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une véritable fascination pour les produits animaux. C'est une espèce de... C'est un peu comme avec l'argent. En France, à la fois on déteste l'argent. Hein, c'est comme aux États-Unis, tu as de l'argent, t'es le gars, à la limite, t'es valorisé. Bon, là-bas, peut-être que c'est parfois à l'inverse, t'es béni, c'est une critère de valeur. C'est pas un critère de valeur, c'est un outil qu'on t'a donné. Bon, peu importe. Donc en inverse, aux États-Unis, t'es hyper valorisé. En France, mais si t'as de l'argent, t'oses pas le dire, il faut se cacher. Et en même temps, il y a une fétichisation complète. Ben là, c'est un petit peu pareil. Dans les milieux alternatifs, hein, non mais attends, ne me dis pas que tu manges encore de la viande. Non, pas toi, non. Ah non. Oh, toi, tu manges encore de la viande. Vous imaginez la dose d'appréciation, de jugement de valeur qu'il y a là-dedans, hein, à quel point on se sent rabaissé et humilié, et en même temps, fascination complète pour les produits animaux. Donc moi, ce que je propose, c'est de calmer le jeu, de ramener ça à de la physiologie. Et après, l'éthique, c'est à chacun de se la bâtir à partir des informations et à partir de sa conscience. Alors, quelques propositions de sujets à développer pour ce nouveau Terra Incognita 2014. Tu parles souvent de produits animaux pour soutenir le système endocrinien, le système nerveux en général, et puis pour l'apport d'acides gras. Oui. Pourrais-tu préciser si tous les produits animaux se valent sur ce domaine? Je suppose que non. Non. Tout dépend de ce que tu vas chercher, mais on va dire quand même que globalement, en termes de physiologie, le plus digeste, le plus facile à utiliser, ça va être les œufs. Les œufs particulièrement crus, de poules élevées en plein air, non pas en batterie, parce que c'est l'élevage concentrationnaire par excellence, et même dans les œufs, ça va ressortir. Les œufs crus, hein, battez un œuf et vous prenez comme ça, ou juste le jaune, c'est un apport d'acides gras, c'est un apport d'acides aminés, c'est un apport d'hormones absolument excellent pour les personnes qui en ont besoin. Toujours pareil, c'est excellent pour les personnes qui en ont besoin, c'est un poison pour ceux qui n'en ont pas besoin. C'est un bon support. L'œuf est particulièrement digeste. Après, plus on s'oriente vers des mammifères et plus c'est indigeste. Quelque part, les produits issus de la volaille seront plus faciles à métaboliser que les produits issus des gros animaux. Qui plus est, ce qu'il faut savoir, c'est que les gros animaux passent toujours par des grosses filières aussi. C'est difficile, alors que les poules et les canards, tu peux trouver des poules, des poulets, des canards vraiment élevés en plein air là dans ton coin et ainsi de suite. Donc ça me paraît une solution plus facile. Mais oui, les œufs crus sont également un bon soutien à ce niveau. Oui. Ces produits agissent-ils par rapport d'hormones directement ou par stimulation du système? Par les deux. Par les deux, absolument. Et d'ailleurs, on ne maîtrise pas. Apport d'acides aminés, apport d'acides gras, essentiel. Et j'insiste lourdement sur la nécessité de l'apport de matières grasses saturées. Contrairement à... Tenez, regardez. Je conseille chaque fois ce bouquin parce que là aussi, il n'est pas agréable toujours à lire, hein, mais le bouquin de Udo Erasmus, tiens voilà Udo, copain Udo, il est en anglais, Fat That Heals, Fat That Kills, mais vous allez découvrir pas mal de choses qui vont un petit peu défier vos croyances par rapport aux matières grasses et aux discours qu'on nous a sortis et dont j'ai été moi-même victime. Donc par rapport d'acides aminés majeurs, par rapport d'acides gras, essentiel pour reconstruire la muqueuse intestinale. Et souvent quand on parle de fatigue chronique, il y a à la fois le besoin de stimulation, puis de toute façon s'il y a fatigue chronique, il y a dysbiose et il y a hyperperméabilité intestinale. L'un et l'autre vont de pair, c'est toujours lié. D'autre part, depuis que tu as abordé le sujet des extraits glandulaires, j'entends parfois sur les réseaux qu'il est insensé d'arrêter de consommer de la viande pour aller se rabattre sur des extraits surrénaliens. Qu'en penses-tu sur le plan physiologique?
Je pense que ça n'agit pas de la même manière, mais je manque d'infos. Ouais, non, ça n'agit pas du tout de la même manière. Quand on prend un extrait surrénalien, là on est dans du pragmatisme. Attention, hein, on dégage de côté l'éthique. Hein. La question de l'éthique était une question qui se règle séparément. Un extrait glandulaire n'apporte pas d'hormones. Il apporte de la glande en tant que telle. Et le principe d'action, et d'ailleurs ça existe puisqu'il y a des extraits glandulaires sous forme homéopathique, le principe d'action est plutôt un phénomène de type homéopathique par mimétisme, le même reconstruit le même, et c'est pas tant, c'est pas en... Je veux dire, les aliments quand on les consomme, ils sont décomposés en acides aminés, ils sont décomposés en acides gras, ils sont décomposés en sucre, en minéraux, en vitamines, et donc ce qui est apporté c'est plus du domaine de l'information, et donc un traitement de type homéopathique qu'autre chose. C'est ma compréhension du phénomène d'action des extraits glandulaires. Je n'ai pas le fin mot de l'histoire, mais c'est ma compréhension de la chose. C'est complètement différent de consommer des produits animaux. Oui, bien sûr, les produits animaux vont stimuler, les extraits glandulaires vont reconstruire. D'autre part, les produits animaux, sur un plan strictement physiologique, s'ils sont consommés en quantité, vont conduire à une acidification rapide de l'organisme, parce qu'effectivement, ce sont énormément de protéines qui sont basées autour du soufre, qui est un produit extrêmement acidifiant pour le corps. Nous sommes adaptés pour en métaboliser une petite quantité. Si on dépasse ces quantités, automatiquement, il s'ensuit un encrassement, une acidification du corps. Les extraits glandulaires, de par les petites quantités bien plus ciblées, vont permettre d'aller directement au cœur des choses. Je savais là aussi que l'utilisation et le fait de parler des extraits glandulaires serait extrêmement décrié par certaines personnes. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y en a pour qui ça change la vie radicalement, vraiment radicalement, et c'est ça qui m'intéresse. Au final, les querelles de religion ne m'intéressent pas tant que ça. Pourrais-tu parler du fonctionnement de ces produits et l'intérêt et l'inconvénient par rapport à la prise de produits animaux crus classiques? C'est-à-dire que là, vraiment, on est dans la reconstruction des glandes surrénales, on ne va pas chercher l'apport d'acides aminés, on ne va pas chercher l'apport nutritionnel, on veut dire. Pour une personne qui est en dénutrition profonde, c'est simple, il faut bien comprendre que quand on parle de reconstruction, reconstruire, ce sont des personnes qui sont épuisées, acidifiées, avec dysbiose intestinale profonde, catabolisme maximal la plupart du temps. Je vous ai dit qu'il y a deux agents antiacides dans le corps, les minéraux et les matières grasses. Donc il faut apporter des minéraux et des matières grasses, qui est jus d'air, et des matières grasses de très bonne qualité. Force est de constater que les acides gras saturés, que les produits gras saturés ont bien plus d'importance qu'on nous l'avait dit. Les produits gras saturés, vous allez trouver la graisse de coco dans le végétal, un petit peu de produits gras saturés dans les noix, les amandes, des choses comme ça, mais il y a un contenu protéique qui n'est pas facile, et puis après vous allez les trouver dans le jaune d'œuf, dans les produits animaux. Force est de constater aussi que le lait maternel est composé à moitié d'acides gras saturés, donc voilà, c'est pas un poison pour l'organisme, contrairement à ce qu'on nous a dit. Nous avons besoin d'énormément de cholestérol pour fabriquer des hormones, pour fabriquer la vitamine D, pour fabriquer des tas de produits qui vont servir au métabolisme normal dans le corps. Première des choses. Deuxième des choses, pour quelqu'un qui est épuisé, il y a une dysbiose intestinale. Pour guérir la muqueuse intestinale, c'est avant tout des matières grasses. C'est ça qui va calmer le feu, des minéraux et des matières grasses. Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de vitamines et de minéraux qui sont liposolubles. Or, ce qui se passe, c'est que les animaux, quelque part, il faut voir les animaux comme un intermédiaire entre le végétal et l'humain. C'est-à-dire que si l'humain a une bonne capacité métabolique, il se nourrit du végétal, il métabolise le végétal complètement, et il en fait sa matière. S'il a une mauvaise capacité métabolique, qu'il est épuisé, que son système nerveux ne fonctionne plus de manière adéquate, donc toute la cascade de réactions n'est plus à même de fonctionner de manière adéquate, au niveau assimilation, au niveau digestion, au niveau utilisation, au niveau élimination, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il peut choisir de se tourner vers les animaux, parce que les animaux vont faire le boulot pour lui, c'est-à-dire l'amener à quelque chose qui est beaucoup plus proche de sa structure même. Et donc à ce moment-là, lui permettre de reconstruire ses tissus directement à partir de matériaux qui sont préfabriqués d'une certaine manière. C'est soit partir des matériaux bruts, soit partir du préfabriqué. Et tout ça, ça demande des adaptations et une adaptation aux besoins individuels. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Autre interrogation concernant les produits gras. Quelles sont les meilleures sources de consommation d'après toi les plus digestes? Alors, dans les produits gras végétaux,
Moi, je conseille tout ce qui est juste gras, c'est-à-dire les noix, les amandes, des choses comme ça. Je trouve pas ça très digeste. Enfin, je trouve pas. Je pense pas que ça soit très digeste. Ça contient des protéines. Il y a pas mal de. Il faut à tout prix les faire tremper parce que sinon, il y a des facteurs antinutritionnels très très forts. Ce sont des graines, hein, et les graines, ben, il y a des protecteurs qui empêchent finalement la germination, donc des inhibiteurs. Donc il faut à tout prix les faire tremper, jeter l'eau de trempage. Mais je pense que les meilleures sources, c'est plutôt les matières grasses telles quelles, c'est-à-dire olives, avocat, noix de coco, safou pour ceux qui en a, pour ceux qui habitent en Afrique. Le safou, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Durian pour ceux qui sont en Asie. Allez, on va se lâcher quoi. Mais voilà les produits les plus digestes dans le domaine végétal. Et dans le domaine animal, je dirais les œufs. Le jaune d'œuf est parmi les plus digestes des produits animaux sans hésiter. Voilà. Alors. Il y a un petit message de Fox Love. Je te suis à 100%, à 1000% pour Terra Incognita. 3. Pour moi, ce sera expérimenter le semblé pour voir ce que ça va me faire vivre. Excellent. Justement, j'ai réintroduit les légumes cuits car j'en ressentais les besoins. Au diable, la culpabilité et la peur. Je veux fonctionner à partir de mon ressenti et m'accepter totalement dans mes choix. Donc vivre à partir de l'amour, c'est l'amour qui guérit. Amen, il n'y a rien d'autre à dire. C'est l'amour qui guérit, et l'amour, c'est aussi respecter ses besoins physiologiques hors des dogmes. Accepter de prendre du temps. Ne pas fonctionner parce qu'un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. C'est pas possible, on sera toujours une girouette. Ensuite, alors il y avait une question sur la narcolepsie, le trop de sommeil. Il y a toute une vidéo sur la narcolepsie qui date peut-être de septembre 2012, si je ne me trompe pas. C'était à la fin de l'été. Vous pouvez aller voir ça pour ceux qui s'intéressent à la narcolepsie. Alors, Nicole qui me dit « Bonne idée ces programmes diversifiés. Je me suis rendu compte ce matin que j'avais la langue chargée noire. N'ayant pas trouvé de réponse avec le moteur de recherche, j'ai vu sur Google que c'était un problème de candidose. Or, j'ai bien des candidats, mais en leur donnant plus rien à manger, je pensais qu'ils étaient en train de s'éliminer. Est-ce le cas? Oui, mais la couleur peut témoigner du nettoyage. Hein. C'est le phénomène qu'on appelle de die-off, qui peut être... c'est la réaction d'Alzheimer, je crois, si je ne me trompe pas dans sa terminologie. Ça peut être très dur pour le corps, c'est-à-dire qu'au moment où les candidats meurent, ils relâchent énormément de neurotoxines. Il y a plus de 45 neurotoxines qui sont relâchées par les candidats, donc certains sont des poisons majeurs comme l'acétaldéhyde qui perturbe complètement le fonctionnement psychologique des individus, qui viennent interférer avec la production normale de neurotransmetteurs, ce qui explique que les candidoses et les dysbioses en général, et on va y revenir dans Terra Incognita largement, les candidoses et les dysbioses sont à la base même, sur le terrain même, et sont quasi l'explication totale de tous les troubles dits psychopsychiatriques, réellement, tous les troubles de type psychiatrique relèvent d'une dysbiose intestinale. Et ça, il faut vraiment le porter. Donc, ils sont en train de s'éliminer, c'est très certainement le cas. D'ailleurs, au niveau dysbiose et au niveau candidose, il y avait une autre question, j'ai vu passer une autre question, une question de Pierre. Bonjour Thierry, je suis tes vidéos depuis février et ayant compris que je souffrais de candidose, prise d'antibio 2 ans contre l'asthme, ben là, 2 ans d'antibiothérapie, pendant 2 ans tu as une fenêtre ouverte finalement pour que des tas de pathogènes s'installent et la dysbiose doit être installée. J'ai donc changé mon alimentation, mais depuis juin, mes intestins étant très irrités, je ne peux faire machine arrière. Mon ventre gonfle et j'ai un blocage respiratoire. Je voulais savoir quand on pourrait acheter des extraits glandulaires car c'est urgent pour ma part, je suis écroulé. Ah oui. Normalement il va y en avoir d'ici 1 mois et demi, 2 mois via un partenaire, mais pour l'instant il faut les commander aux États-Unis je crois. Cette histoire de ventre qui gonfle là, c'est vraiment intéressant. Tu vois, par exemple, il y a des choses, quand on vous dit, il y a des dogmes et des paradigmes. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux crues, les premiers trucs que j'ai rencontrés à l'époque, enfin pas les premiers trucs, non, le premier truc ça a été l'instinctothérapie pendant longtemps, puis après j'ai découvert le mouvement 90-10. Et dans 90-10, les gars ils te disaient, voilà, il faut manger des fruits toute la journée, et puis le soir tu te fais une énorme salade. Et la plupart du temps sur les forums, ils disaient, ouais, je vais me coucher avec un ventre belly bell, donc c'était le ventre de femme enceinte quasiment. Et on disait, mais c'est normal, tu manges des feuilles vertes, ça fait un très gros volume. Eh mais c'est bidon, hein. Le volume, une fois mâché, il est extrêmement faible. Qu'est-ce qui se passait? C'est que c'était des personnes qui étaient en extrême
candidose, et que ces fibres qui arrivaient, qui normalement nourrissent une flore bénéfique, commençaient à nourrir des bactéries et fermenter des bactéries qui étaient des bactéries pathogènes. C'est pour ça que je dis toujours que les fibres, ben, c'est bien, à condition qu'on n'ait pas les intestins trop irrités et à condition qu'on ait une flore intestinale qui soit équilibrée. C'est pas pour rien que Natasha Campbell, par exemple, qui est vraiment spécialiste de dysbiose intestinale, au début elle dit 0 fibres pour les personnes qui sont en dysbiose. Pourquoi? Parce que ces fibres fermenticibles, elles ne vont pas être digérées, elles ne vont pas être métabolisées par la flore qui est déséquilibrée et donc elles vont fermenter. C'est pour ça que toutes les histoires d'apporter des grandes quantités de salade pour les gens qui sont en dysbiose, c'est catastrophique. Il vaut mieux apporter sous forme de jus, enlever les fibres. Le jus pour les personnes qui sont en dysbiose est la solution absolue. Tout le reste, quand ça sera solide, ça va fermenter parce qu'il n'y aura pas assez d'enzymes qui seront sécrétées par le biote intestinal en tant que tel pour digérer ces matières-là, pour métaboliser ces matières-là. Donc, attention aux dogmes, attention aux idées préconçues. Cara qui me dit j'ai des moments de bas intenses, hypothyroïdie, articulation douloureuse, fatigue intense et je compte bien remettre en question pas mal de choses. Super, là, je pense que déjà supprimer les poisons majeurs pourrait déjà amener une sacrée performance. Je voudrais me joindre en terra incognita, mais en même temps je lis que des personnes font partie de groupes. J'ai peut-être raté une inscription. Il y a des places limitées. Oui, il y a des places limitées à tout le monde. Il suffit, tu vas voir le site Terra Incognita sera dans le site Vivre Cru. On va faire un petit peu mieux cette année, là on va faire une petite page à part et il y aura un sondage, il suffira de te déclarer. Il n'y a pas d'inscription, c'est totalement gratuit, comme tout ici est totalement gratuit, totalement partagé et oui, il n'y a même pas d'inscription, tu prends la route, tu prends le chemin quand tu veux. Et personne ne descend du train en même temps. Personne, il n'y a pas d'échec. Et vous verrez, on en parlera pas mal. C'est pas parce qu'un jour, on n'est pas tenu de faire un programme pendant 3 semaines. On est tenu d'avoir le désir d'expérimenter. Voilà, c'est ce qu'on dit. Quand on s'affirme, on dit voilà, pendant 3 semaines, j'ai envie de remettre le paquet. Et puis si je tombe le soir, on s'en fiche. Je remets le paquet le lendemain, on s'en fiche. Pas fonctionner à partir de notre mémoire. Et t'es jamais arrivé, jusqu'à présent, t'as essayé de manger cru, t'es pas arrivé, t'y arriveras pas, t'as pas la valeur et tout. Non, rien de nouveau ne peut surgir à partir de la mémoire. Si on n'est pas bien actuellement, alors, c'est pas la peine d'aller chercher dans la mémoire, puisque la mémoire ne va faire que reproduire l'ancien. Si on n'est pas bien, c'est à cause de l'ancien. C'est toute une chaîne qui nous a conduit jusque-là. Donc, c'est pas la mémoire qui va nous libérer de ça. J'ai une question qui a peut-être été abordée, mais je n'ai pas trouvé la mienne. On dit qu'une surabondance de vitamines n'est pas bonne pour l'organisme. Si une cure de jus me permet de consommer la quantité de minéraux et de vitamines que je n'aurais pas pu consommer en solide, n'y a-t-il pas un risque d'être en excès de vitamines? Non. De toute façon, elles ne seront pas assimilées, et puis c'est tout. Il faut bien faire confiance. Et dis donc, il n'y a pas, comment dire, il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas notre paroi intestinale, puis nos aliments, et puis nos aliments, ils passent la paroi intestinale. Il y a tout un système régulateur qu'on appelle le biote, qui est le microbiote, qui est beaucoup plus important que toutes les cellules de notre organisme et qui est là pour réguler ces quantités. Donc il n'y a rien qui ne passe en excès dans le sang, si ce n'est les excès que l'on perçoit dans le sang, ils sont liés soit à un dysfonctionnement, mais la plupart du temps à une finalité que nous ne percevons pas. Donc les surdoses de vitamines liées au jus, je n'y crois absolument pas. Dans le pire des cas, si tu étais en surdose, ce qui me paraît difficile, tu l'éliminerais par tes urines. Si ça passait au niveau du sang. Isoka. Thierry parle à un moment des régimes qui sont allés trop loin en supprimant presque toute trace de matière grasse. Selon toi, est-ce que le régime 90-10 en fait partie? Encore mieux, quel serait le taux idéal de glucides, protéines, lipides adapté à un être humain adulte? Impossible de répondre, parce que un être humain adulte, il va avoir des tas de phases dans sa vie. Et tu prends une femme, par exemple, à 20 ans, elle va avoir des besoins. À 30 ans, elle commence à être enceinte, elle va avoir d'autres besoins, souvent avec beaucoup plus de produits gras. Puis après, elle est allaitante. Dans le lait, il y a 50% de produits gras. Si tu ne consommes pas des produits gras à ce moment-là, ton lait, il va être très très pauvre. Et puis après, elle va être sédentaire. Puis après, elle va être beaucoup plus active. Et puis après, c'est pas possible. C'est pour ça. Et on se définit comme, on dit, voilà, moi je fais le régime 90. Mais vous vous rendez compte, ça se passe juste depuis quelques mois, vous le faites. Qu'est-ce qui vous dit comment tirer des conclusions et se déterminer son identité? Votre identité, elle va tellement varier si vous vous basez sur des critères comme ça, sur votre mode de vie, sur les circonstances de votre vie. Votre identité, elle va varier en permanence. Or, pourtant, votre identité, elle est unique. C'est pas là qu'il faut aller chercher notre identité. Notre identité n'est pas notre régime alimentaire. Et donc, adhérer à un système comme ça n'est pas possible. Est-ce que le régime 90-10 en fait partie? Le problème du régime 90-10, c'est que c'est un régime. C'est-à-dire que ce ratio, entre guillemets,
est certainement adapté pour certains et certainement totalement inadapté pour d'autres. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce qu'en additionnant les besoins de chacun de nos organes, besoins en glucides, protéines, lipides qui doivent être connus, ne pouvait-on pas obtenir un ratio beaucoup plus proche que ce que l'organisme a réellement besoin? Non, mais on les connaît pas, ils varient en permanence, D'un seul coup, tu es soumis à un stress, hein, tu vas avoir énormément de production d'hormones, tu vas avoir besoin de plus d'acides gras, et puis d'un seul coup, tu as un catabolisme, tu as une destruction, tu as une plaie, tu as besoin de beaucoup plus de protéines. On ne peut pas réguler en permanence. Le seul moyen, c'est d'avoir un régime le plus basé sur le ressenti et sur une palette la plus diversifiée, et surtout sur une absence de hier. C'est-à-dire que si tu es idéologié et endoctriné, tu te dis voilà, il faut que je fasse 90-10, il faut que je fasse 90-5-5, il faut que je fasse ni. Ben finalement, si à un moment tu ressens un besoin, tu vas dire non, mais c'est pas dans le cadre, c'est pas possible. Non, mais j'ai pas à ressentir ça, j'ai pas à être attiré par, oh, je comprends pas ce qui m'arrive, j'ai vraiment envie de ça. Puis on va te dire ouais, mais c'est parce que tu manges pas assez et ainsi de suite. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi simplement parce que tu as un besoin, tu as un réel besoin. Et l'urgence, c'est de vraiment arriver à déterminer un petit peu où sont nos vrais besoins, dans un cadre qui ne soit pas un cadre fallacieux. Voilà, Isoka, j'espère que j'ai répondu à ta question. Hop, ça, on y a répondu. Bonjour, je profite de cette nouvelle vidéo pour poster une question et une inquiétude. Donc de Michel. Depuis quelques mois après consultation en Belgique, j'avais introduit les jus dans mon alimentation et progressivement également les produits crus et végétariens. Il se fait que pendant 2 semaines, je me suis retrouvé sans extracteur et donc j'ai interrompu les jus. Génial, ça c'est une terra incognita pas voulu. Pour ceux qui font des jus tout le temps, arrêtez les jus et voir comment ça se passe. Et j'ai constaté que la qualité de mon sommeil s'améliorait nettement, je passais de bonnes nuits. Ah, intéressant. Depuis une dizaine de jours, j'ai repris les jus avec mon nouvel extracteur, 2 par jour, et quelle surprise, je constate que mon sommeil devient à nouveau fragile. Difficulté à l'endormissement, 1 ou 2 réveils pendant la nuit avec sensation de fatigue pendant l'après-midi. Serait-il possible que je sois survitaminé, en quelque sorte, avec les 2 jus que je me fais par jour, le matin uniquement? Alors déjà, tu ne me dis pas quel type de jus. Pour moi, je vois 2 possibilités. La première, la plus évidente pour moi, c'est que peut-être ces jus sont avec pas mal de fruits, et à ce moment-là, si tu as des glandes surrénales qui sont fatiguées, il va y avoir un problème de régulation de la glycémie. Les gens qui se réveillent en pleine nuit, c'est souvent, prenez un glycomètre et mesurez votre glycémie. Après, vous êtes lavé les mains. Attention, pas faire la bêtise que j'avais fait à une époque. J'avais fait une vidéo là, qui s'appelait La fabrique de la peur, dans laquelle j'expliquais que finalement, je m'étais fait avoir mon propre jeu. J'avais pris ma glycémie, je l'avais vue très élevée. J'étais parti à l'hôpital, on m'avait diagnostiqué diabétique, alors que c'était juste une question de piquage de doigts. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il y a plusieurs personnes, paraît-il, qui font leur chou gras du fait que je sois diabétique, et ce qui est un véritable gag, alors que dans la vidéo, j'explique bien ce qui s'était passé. Et donc, oui, si tu consommes des jus, moi ce que j'essaierai déjà, c'est d'essayer avec des jus extrêmement verts, excusez-moi, j'avais perdu l'accent québécois, il y a trop longtemps que je n'y suis pas allé, avec des jus verts qui vont eux ne pas faire valdinguer ta glycémie. Et on va voir, alors 2 possibilités. Moi ce que je ferai, je commencerai par prendre uniquement des jus verts, sans fruits. Là tu vas voir, si tu t'endors et tu dors très très bien, c'était ta glycémie qui valdinguait, que les fruits, vaut mieux les manger à la croque parce que tu n'as pas encore un système qui est adapté. Et puis parce que de toute façon, les jus sont pour moi intéressants pour les légumes, non pas pour les fruits. Les fruits, on les mange à la croque. Je crois que peu de monde a les glandes surrénales suffisantes pour encaisser des jus de fruits. Si malgré ça, tu passes sur des jus verts et malgré ça tu as des problèmes d'endormissement, alors va voir le facteur nettoyage et détoxination qui est induit par ces jus. Et donc ça veut dire que le nettoyage est un petit peu trop fort, il faudra aller voir au niveau émonctoriel et peut-être calmer sur la quantité, prendre des produits plus doux, commencer simplement par des jus de carottes ou quelque chose comme ça, quelque chose de très doux et en plus petite quantité. Voilà un petit peu les pistes. Mais surdosage de vitamines, c'est bidon, on te sort ça tout le temps. Ah, alors là... J'ai bien aimé ce message de Charline qui disait « Bonjour tout le monde, bonjour l'équipe, ce sera mon 3e terra incognita. Le premier avait été très dur, j'avais mis la barre un peu haut. Le deuxième, avec 3 semaines de jus, avait été facile, avec en prime une belle avancée spirituelle et psychologique. Pour cette 3e aventure, ça sera sûrement inoubliable. Le 1er décembre, je quitte ma maison, vendue, mon mari, parti, mon travail, c'est déterminé. Je commence une nouvelle vie par terra incognita, c'est un signe. La vie est belle et j'y crois. Vous allez juste me manquer car je n'aurai pas internet la première semaine, mais ce n'est pas grave, je saurai que vous êtes là. Ouais, on sait que tu es là aussi, Charline, c'est excellent. Ça m'a fait vraiment jubiler. Je te remercie vraiment pour ce message.
Après, qu'est-ce qu'il y avait comme question? Je voudrais savoir, c'est Universel qui nous demandait ça, je voudrais savoir s'il est possible de faire chauffer l'huile de coco en pâte pour faire cuire des légumes. Merci pour la réponse. Ah, je te conseille pas de la faire chauffer, de la cuire. Moi, je te conseille plutôt de la mettre sur les légumes, de faire cuire tes légumes à la vapeur, et après, simplement quand ils sont chauds, de mettre l'huile de coco par-dessus. Voilà, dégrader à la cuisson les matières grasses végétales. Bon, à la limite, elle est saturée, l'huile de coco. Donc, la cuisson ne va pas trop la dénaturer. Mais franchement, moi je te conseillerais quand même, quitte à cuisson, pas élever la température des matières grasses quand même, parce que là on les transforme pas mal, on fait pas mal d'acides gras trans, et pour le coup là ce sont des poisons majeurs. Je te conseillerais de les mettre sur les légumes cuits à la vapeur. La cuisson vapeur est certainement le mode de cuisson. Cuisson vapeur ou cuisson en potage, quoi, bouillie à l'eau, c'est certainement les modes de cuisson les plus efficaces et les plus adaptés. Scotty qui demande: j'ai hâte de commencer cette belle aventure, je pense que ces 3 semaines vont un vrai départ vers la santé et la joie. J'espère qu'il y aura... Alors, je suis très fatigué, voire épuisé. J'espère qu'il y aura d'autres alternatives que la viande. Je vous embrasse et vous remercie pour cette merveilleuse aventure remplie d'espoir et de renouveau. Une belle façon de terminer l'année. Oui, bon, de toute façon, personne n'est obligé de rien. Hein, de toute façon, alors là, de ce côté-là, c'est clair. Pour une personne qui est épuisée et qui voudrait fonctionner sur le tout végétal, moi, ce que je verrais, bon, c'est apporter des matières grasses en quantité suffisante, avocat, noix de coco, la graisse de noix de coco, en plus avec l'acide caprylique, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour reconstruire la muqueuse intestinale, pour renforcer, pour nettoyer les candidoses. Un apport d'acide aminé suffisant, à ce moment-là, moi je m'orienterais vers un petit peu de spiruline tous les jours pour bien charger en acide aminé, beaucoup de jus vert, et voir si ça suffit pour la personne, hein, c'est très très possible. Hein. Ça peut ne pas hésiter à saler avec du bon sodium, avec de l'eau de mer, ne pas hésiter à mettre un petit peu d'épices, hein, voir si besoin de l'ail, un petit peu de piment, un petit peu d'oignon. Alors j'entendais des gens me dire de temps en temps: ouais, mais tu conseilles l'ail, le pignon, mais l'oignon, ce sont des stimulants. Et les gars, il faut voir un truc, hein, c'est que tout le système nerveux, hein, s'il est dans les choux, hein, ça veut dire que tout le système éliminatif ne fonctionne plus. Ça veut dire que tu t'intoxiques en permanence. Alors on peut te dire: ah ouais, mais surtout pas d'ail, surtout pas de piment, surtout rien qui va stimuler le système nerveux. Sauf que c'est un cercle vicieux. Tu sais pourquoi? Parce que ton système éliminatif ne fonctionne pas, donc tu t'intoxiques de plus en plus, donc ton système endocrinien ne va pas redémarrer parce qu'il est de plus en plus surchargé. C'est un cercle vicieux. Il y a un moment où il faut donner un coup de kick. Qui plus est, il y a un moment aussi où il faut vivre. T'as les gamins, t'as le boulot, t'as la maison, t'as tout à faire tourner. Et si tu te mets dans les choux complètement, ça encore c'est de l'idéologie. Ou alors c'est du régime de nantis, de gens qui sont sous les cocotiers tranquillement et qui peuvent se laisser vivre. Je pense que maintenir un niveau suffisant de stimulation de manière à favoriser l'élimination est essentiel, est vraiment essentiel, et qu'on ne gagne pas à couper tout d'un seul coup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres alternatives que la viande? Oui, des stimulants alimentaires. Moi, je prendrais voilà, de la spiruline et puis des graisses un peu plus nobles. Alors, Animatai qui m'a écrit Aninate, je ne sais plus comment ça se dit. Bonjour à tous, je suis en train de lire Plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard, qui est excellent. Il conseille aussi le documentaire Terrien. C'est sûr que je ne mangerai pas d'êtres animaux, j'ai fait les bêtises du végétarisme céréal par ignorance, de l'acidité, et avec d'autres mélanges, j'ai déclaré une polyarthrite rhumatoïde au 1er janvier. La polyarthrite rhumatoïde, c'est la maladie des végétariens, je peux te le dire. Ça et les candidoses, c'est les 2 trucs qu'on trouve le plus. Au 1er janvier 2010, de 49 kg, je suis passé en 3 mois à 39 kg. J'ai vu plusieurs thérapies hôpital et naturelles. J'ai par ignorance continué à ajouter de l'acidité dans mon alimentation en 2010, 2011, 2012, 2013. Pour prendre du poids, j'ai augmenté les céréales, fromage, poulet. C'était catastrophique et des douleurs terribles. J'ai découvert qu'il va enfin donner de très bonnes infos de régénération. Donc jus de légumes, salade de fruits ou de légumes. Quelquefois, quelques plantes abaissées. Il n'y avait pas de résultat très rapide, toujours en surpoids et fatigue et douleurs genoux, mains. Cependant, depuis 3 mois, j'ai repris 4 kg. Super, car je n'ai pas eu besoin de viande. C'est génial. J'ai fait ces derniers temps des jus de carottes, pommes et une poignée trempée de noisettes, gingembre, curcuma. Hein. Donc je suis OK pour terra incognita, mais pas de frères animaux dans mon assiette. Et voilà, c'est ton choix et je le comprends parfaitement. Parfaitement. Allez, tenez, celui-là je l'ai entouré aussi. Nicolas qui dit: merci pour cette vidéo. Ces dernières vidéos m'ont décidé à partir en croisade contre ma peur du manque et ma croyance de pouvoir m'en sortir tout seul. Plus qu'alimentaire, moi ce sera plutôt le mode de vie. Je pars le 10 décembre au Costa Rica dans une ferme autonome communautaire fruitarienne en permaculture jusqu'au début mars. Dis donc Nicolas, ça serait bien que tu nous envoies un petit mail et que
que tu te mettes en lien avec le magazine La Clameur pour que tu nous fasses un petit topo. Et puis, mon petit doigt me dit que je connais les copains chez qui tu vas, donc ça me ferait bien plaisir d'avoir de leurs nouvelles. Je serai en terra totalement incognita, tropique, abri simple, pas d'électricité, fruits, légumes et plantes tropicales, activité physique, soleil, repos, spiritualité. Voilà, voilà ma terra incognita à moi. Merci à Thierry et à Krishnamurti pour m'avoir aidé à dépasser mes peurs. Ouais, merci à lui. Donc écoute, n'hésite pas à nous envoyer des messages. Ensuite, Céline qui dit « Bonsoir, en médecine chinoise, en période hivernale, il est dit que manger cru refroidit la rate et peut même l'abîmer. C'est vrai que depuis un an que je suis au cru et au jus, je sens qu'avec la rentrée dans l'hiver, boire un jus le matin apporte du froid dans mon corps. Alors j'ai très envie de partir sur la terra incognita et pourtant j'hésite. Ta terra incognita, ça va être de supprimer les jus et de les remplacer peut-être, pourquoi pas, parce qu'effectivement si tu es fatigué, c'est peut-être trop dur à métaboliser le matin. Si tu as froid juste après, il faut arrêter, hein. C'est simple. Si tu as froid après avoir bu ton jus, il faut arrêter. Ou il faut légèrement le réchauffer ton jus. Tu vois, par exemple, tu le bois à 35-40 degrés, hein, tu le réchauffes légèrement, comme ça il est cru, mais un petit peu chauffé. Peut-être que tu mets un petit peu de piment, un petit peu d'ail dedans pour stimuler, pour aider à la digestion. Ou peut-être que pour l'instant, il faudrait mieux fonctionner avec un bouillon. Tu te fais un bouillon que tu bois le matin, un petit peu chaud, avec du sodium. Dans ton jus, moi je te conseillerais de mettre aussi un petit peu d'eau de Quinton. En tout cas, si ça te donne froid, c'est pas bon. Il ne faut pas continuer. Il faut arrêter. Ton terra incognita, ça va être d'arrêter. Fabuleux d'arrêter les jus et de passer à autre chose, de trouver le fonctionnement qui te correspond actuellement à cette étape du chemin. Sortir du légalisme, sortir des il faut. Voilà. Alors, Zérou Doudou. Hello Thierry et l'équipe. Tout d'abord, merci. Le végétalisme est en train de me tirer d'affaire, j'en témoignerai sans doute bientôt dans le livre d'or. Super. Par contre, ça fait un certain temps que je veux juste exprimer quelques réserves par rapport à ton discours. Voilà les principales. L'évolutionnisme. Je pense que tu te méprends sur cette théorie qui au contraire confirme la thèse végétalienne. Tu aurais tout intérêt à t'y pencher plus sérieusement. Alors, tu sais, la thèse végétalienne, les paléos utilisent l'évolutionnisme pour prouver que l'homme est un mangeur de viande. Les végétaliens utilisent l'évolutionnisme pour prouver que l'homme est un mangeur de végétaux. Et personnellement, je ne crois pas à l'évolutionnisme. Je crois à l'adaptationnisme, mais je ne crois pas à l'évolutionnisme. Ou alors, en tout cas, le problème c'est, de toute façon, si tu connais les théories de Béchamp, tu sais qu'il n'y a pas de création de nouveautés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolutionnisme en tant que tel. Il y a de la réorganisation de matière qui était créée dès le départ. Il n'y a que de la réorganisation de matière. Il suffit de t'intéresser aux travaux d'Antoine Béchamp, hein, l'âme damnée de Pasteur, hein, celui qui a été écrasé par le pasteurisme ambiant et l'idéologie pasteurienne, mais tu te rendras compte que l'évolutionnisme passé en tant que création n'existe pas. L'évolutionnisme pensé en tant qu'évolution, adaptation, oui, existe. Force est de constater que nous évoluons, mais nous évoluons dans un cadre fermé, nous évoluons pas dans un cadre ouvert. La B12. Tu devrais traiter ce sujet un peu plus que tu ne le fais. Un régime végétalien peut entraîner une carence en B12, non. Et se supplémenter n'a rien de honteux. J'ai jamais dit que c'était honteux. Dans une moindre mesure, ça vaut sans doute le coup de se supplémenter également en vitamine D, car notre mode de vie nous en prive très souvent. La B12, comme toutes les vitamines du groupe B, sont produites par notre microbiote intestinal. Supplémenter en vitamine B12, si on fait en sorte de rétablir le fonctionnement de son système macrobiote, oui, certainement. Mais de dire que le végétalisme conduit au manque de vitamine B12, c'est faux. Le végétalisme peut conduire, s'il est mal pratiqué, à une dysbiose intestinale, et la dysbiose intestinale peut conduire au manque de vitamine B12. Mais ce n'est pas les produits animaux en tant que tels, c'est pas normal de tirer sa vitamine B12 des produits animaux. On doit la produire nous-mêmes, comme les animaux la produisent nous-mêmes. Toutes les vitamines du groupe B sont produites par notre système microbiote. Et les personnes qui sont en carence de vitamine B, ça indique automatiquement une dysbiose intestinale. Les produits animaux, je suis un peu effrayé. Je commence à t'entendre dire qu'ils posent moins de problèmes que les céréales et les légumineuses. C'est vrai. Permets-moi d'en douter sérieusement. Et pourtant, je ne veux pas défendre les céréales ou les légumineuses. Par contre, les travaux scientifiques commencent à être très nombreux. Voir le site NCBI qui compile tout ce genre d'études. Je le connais très très bien, je l'utilise. Mais aussi les livres de référence des docteurs Michael Greger, John McDougall, Neil Barnard, qui prouvent la nocivité de tous les produits animaux qui sont impliqués dans toutes les grandes maladies modernes, maladies cardiovasculaires, diabète, arrêt cardiaque, cancer, ostéoporose. Et le problème, c'est quoi? C'est que
on te parle des produits animaux dans les proportions où ils sont consommés actuellement par notre société. C'est délirant, c'est totalement anormal. Mais sur le plan physiologique, on est plus adapté à une petite consommation de produits animaux qu'à une consommation de céréales. Ça, pour moi, c'est évident. La céréale est l'erreur majeure de l'humanité. Pourquoi? On n'a pas les enzymes nécessaires pour la digérer. L'amylase salivaire, elle est très limitée par rapport aux chaînes très très longues d'amidon. Et à l'inverse, les bienfaits d'un régime sans ou avec très peu de produits animaux sont de plus en plus avérés et permettent de retrouver une pleine santé. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est évident, et je ne dis pas le contraire. Et je ne suis pas en train de faire du pro-produits animaux, au contraire. Je pense que le végétalisme et le végétarisme cru sont la meilleure option pour l'humain. Et j'en suis persuadé, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je n'en fais pas l'apologie, il ne faudrait pas me donner des étiquettes. Par contre, faire fonctionner les gens sur des céréales, je vois ce que ça donne. Je vois ce que ça donne dans le végétarisme, polyarthrite rhumatoïde, problème de candidose majeur. Les céréales sont une catastrophe. Alors si tu me parles de supprimer les produits animaux et de passer sur des fruits et des légumes en quantité, je te dis ok, si c'est adapté à la personne. Si tu me parles de passer sur des céréales, les John McDougall et les Michael Greger, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que l'arrêt des poisons majeurs amène à des améliorations, c'est évident. C'est évident, et c'est pour ça, mais c'est pas des études objectives au sens de on ne voit pas ce que ça ferait de supprimer ou rajouter un peu de produits animaux, supprimer ou enlever des céréales. On change trop de paramètres à la fois pour être objectif. Je ne dis pas qu'un peu de consommation de produits animaux est nocif, par contre, attention de ne pas induire en erreur les gens qui t'écoutent. J'ai l'impression qu'à trop vouloir toujours t'échapper des dogmes, tu es en train de t'éloigner des principes fondamentaux qui t'inspirent. Je crois pas, non, vraiment. Non, au contraire, je t'assure, au contraire, je cherche à aller vraiment vers la plus grande objectivité et la plus grande transparence et laisser chacun faire ses choix. Je suis pas là pour apporter des dogmes. Les protéines et graisses animales sont fatales à notre santé, c'est faux. Beaucoup de gens se sortent de maladies graves en passant au végétalisme cru. Ouais, mais le truc, c'est que s'ils passent au végétalisme cru, qu'est-ce qu'ils enlèvent? Ils enlèvent les céréales, ils enlèvent tous les produits raffinés, ils enlèvent tous les additifs alimentaires, ils enlèvent les viandes. Donc ils enlèvent beaucoup trop de paramètres pour dire que c'est l'un ou l'autre qui a été influent. Avec un peu de cuit. Rien de tel ne se passe si la consommation de produits animaux reste régulière. Bref, attention à ne pas revaloriser les produits animaux et diaboliser excessivement le cuit. Non, mais je ne diabolise pas le cuit. Je ne diabolise pas non plus les produits animaux mangés en portions congrues. Je pense que pour certaines personnes, c'est congru, même pas congru. Pour certaines personnes, à un certain moment, je te dis, moi, je suis désolé, quoi. Ça dépasse tout l'entendement, mais je peux te dire que je commence à être convaincu que pour les personnes qui sont en très grave dysbiose intestinale, avec une hyperperméabilité du grêle particulièrement affirmée, le régime de Natasha Campbell, qui est quand même 100% un régime viande, produits gras saturés en particulier, mais pas la viande, mais c'est les produits gras saturés, ces fameux bouillons d'os et ainsi de suite à base de collagène, sont la meilleure façon pour la personne de s'en tirer. Si après la personne ne veut pas le faire pour des raisons éthiques, c'est pas mon business, moi j'apporte l'information. Mais je peux te dire qu'au-delà de l'idéologie, je vois chez des personnes qui avaient tout bien fait, nickel, le cru, le cuit, le pas cuit, avec les compléments alimentaires, et qui ne bougeaient pas, que simplement cet apport de collagène en grande quantité amène à des transformations, mais radicale. Leur vie, elle est bouleversée. Alors ça, je peux pas le nier. Je peux pas dire, ok, je veux pas le voir parce que ça cadre pas avec mon idéologie ou la soupe que j'essaye de vendre. Ça, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de faire un truc comme ça. Donc, il y a trop de paramètres. Ne t'inquiète pas. Alors là, je ne survalorise pas les produits animaux. De toute façon, c'est une barbarie que la production animale actuelle. Donc, ça ne peut être considéré que si la personne faisait ce choix, que comme une béquille temporaire pour répondre à ses propres manques. Et ça, c'est un choix individuel. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Et je pense que les céréales sont un poison majeur, oui. Maloui qui dit « Ma petite fille a bientôt 16 mois, je l'allaite, puis-je participer ?» Mais bien sûr, veille juste à ne pas faire une transition trop rapide. Vas-y très très doux, parce que ça va modifier aussi le goût de ton lait. Il ne faudrait pas que ta petite fille elle soit trop perturbée. Je souhaiterais que tu me conseilles, alors c'est Marie qui dit « Que tu me conseilles sur les jus qui pourraient m'aider à faire disparaître des kystes et des ganglions. » Tous les jus qui vont nettoyer, tous les jus verts, tous les jus, le régime en tant que tel, et l'activation des émonctoires. C'est pas les jus qui travaillent, c'est le corps qui travaille. Les jus apportent les matériaux. Il faut bien penser, la guérison vient du corps. La guérison ne vient pas de l'extérieur, ne vient pas des jus. Les jus arrêtent d'apporter des polluants et apportent les matériaux nécessaires pour que les réactions de nettoyage se fassent. Mais la guérison ne vient pas de l'extérieur. La vraie guérison vient du corps. Que penses-tu de la bromélaïne? Un complément alimentaire, oui, ça aide beaucoup, c'est un antidouleur majeur, c'est très aidant. Et puis c'est surtout une enzyme protéolytique qui aide bien. Alors,
Comment s'inscrire, me dit Babichon. Il suffit de se déterminer, vous allez voir, le site va être en ligne vendredi, samedi ou au plus tard dimanche. Silver qui me dit, le gras le plus digeste est celui des fruits gras comme la noix de coco, c'est bien ça. C'est plus digeste que le gras de la viande, le gras des fruits gras, c'est bien ça. Et c'est compliqué, c'est compliqué. C'était moi aussi ma croyance, et force est de constater que ce n'est pas obligatoirement le cas. Et que les graisses insaturées sont parfois, pour certaines personnes, plus difficiles à digérer que les graisses saturées. Pour quelle raison? Parce que la plupart de ces phénomènes de digestion se font, bon, grâce au pancréas et aux enzymes pancréatiques aussi, mais aussi en grande partie grâce à toutes les enzymes qui sont produites par le microbiote. Et selon l'état de déséquilibre, il y a des personnes pour qui ça va être plus facile de digérer les graisses végétales, pour d'autres, plus facile de digérer les graisses animales. En règle générale, quand il y a des dysbioses, j'ai remarqué, aussi étrange que cela puisse paraître, et je suis le premier à en être surpris, que les produits gras animaux passent souvent mieux que les produits gras végétaux. La viande cuite est cancérigène. Ouais, ça dépend comment elle est cuite. Elle est cuite, si elle est cuite à la poêle ou ainsi de suite, elle est cancérigène. Si elle est cuite à la vapeur ou au bouillon, non. La meilleure option, si on désire garder la viande, c'est la cuisson vapeur qui produit le moins de cancérigènes, c'est bien ça, oui. La viande industrielle non biologique est souvent injectée avec des médicaments pharmaceutiques, oui, énormément d'antibiotiques, c'est une catastrophe. L'industrie pharmaceutique ajoute plein de toxines dans les médicaments qui se trouvent dans les animaux, sans parler de la diète modifiée des bovins en culture intensive, souvent de blé dans des champs remplis de pesticides et d'OGM. Ah ouais. Alors le choix santé est la viande biologique, où les bovins sont libres et se nourrissent d'herbes vertes et fraîches. Le problème c'est que même en biologie, je vais te dire, en biologique, ce tableau-là, c'est un tableau d'Épinal un petit peu. Moi je dirais que le meilleur choix, c'est vraiment si tu dois faire ce choix-là, de te rapprocher vraiment de gens dont tu peux voir les conditions d'élevage. Parce qu'il ne faut pas croire, tu sais, en maraîchage biologique, il y a de l'esclavagisme. Hein, on a des travailleurs marocains sans papier qui travaillent dans les serres concentrationnaires d'Almeria. Donc c'est pas parce que c'est biologique, parce que quand Mammon se met là-dedans, et ben Mammon et l'argent, ils pervertissent tous les esprits. Et ben c'est exactement pareil pour les animaux. La plupart des carnivores se nourrissent d'autres herbivores qui prennent les nutriments des plantes vertes. Alors, pour éviter les toxines des médicaments synthétiques injectés aux bovins en culture traditionnelle, une diète, hein, il faut trouver des cheptels de bovins en culture biologique, sans médicaments synthétiques, avec une diète naturelle et libre de manger de l'herbe verte. Et idéalement, manger la viande crue, ou compris la viande cuite sous vapeur. C'est bien ça? Oui, en grande partie, c'est bien, en tout cas ce que je pense, effectivement. Ben voilà, on a fait le tour de ces questions. Hein, vous avez vu, hein, ça vient mettre un coup de pied un petit peu dans nos idées préconçues. C'est pas faire de la provocation pour faire de la provocation. C'est pas chercher à faire le buzz. C'est vraiment un souci chez moi d'être dans l'objectivité la plus grande pour apporter à chacun les matériaux, les outils propres à sa propre réflexion. Terra incognita, c'est une terra individuelle dans laquelle on est engagé collectivement. C'est ce désir, c'est ce souhait de rentrer de manière collective dans une investigation pour aller à la vérité de nos besoins qui varie sans cesse. Donc c'est pas une vérité figée, c'est pas une vérité qui est gravée dans du marbre. Je suis comme ça. Je suis, c'est pas ton régime alimentaire, c'est pas ton mode de vie, c'est pas ton rythme de vie, c'est pas ton activité, c'est pas ton travail, c'est pas ta famille, c'est pas l'endroit où tu vis. Je suis, c'est beaucoup plus profond que ça et c'est de l'ordre du spirituel complètement. Découvrir ce je suis, ça passe aussi par enlever tous ces poisons qui nous perturbent, toutes ces neurotoxines qui nous permettent de ressentir qui je suis réellement. Quelle est ma réelle identité? Terra Incognita, c'est une invitation à venir explorer sa réelle identité. Je vous souhaite une très belle Terra Incognita. On va vous tenir au courant de la mise en ligne du petit site, la page Facebook, tous les liens y seront, vous inquiétez pas. Et on se retrouve lundi matin pour le premier jour de Terra Incognita. Bonne découverte d'une terre nouvelle.